Ici, l'affaire publique est décortiquée, questionnée, secouée. Rémi Villemure et Karima Brique. Louis Hamel est avec nous pour la dernière de la saison avec nous. Oui, non, ça me fait un petit pincement au cœur ce matin. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec vous cet été. Pareillement. Moi, je l'ai dit à Karima hier, donc Karima peut en témoigner. Oui. T'es mon coup de cœur. Ah oui? Et mon Dieu. Je l'ai dit après que tu sois parti. Mon Dieu, je peux-tu aller déposer ça à la banque tout de suite? Oui, OK, parfait. Mais attends, ça vient de Rémi, c'est 0,0001% de croissance. Écoute, Louis, on va parler de cette date très importante qui approche, là, celle du 19 août, c'est les négociations de la CEUM. Mais là, aujourd'hui, ça se décide. Ça se décide aujourd'hui. Écoutez, 4e rencontre hier entre M. Leblanc et son homologue, M. Greer, à Washington, dans les 3 dernières semaines, 4 rencontres. C'est énorme quand on regarde le pace des négociations depuis les derniers mois, là. Et Dominique Leblanc, essentiellement, va parler aujourd'hui, d'une part, à ce fameux comité consultatif qui avait été créé là, sur les relations canado-américaines. Jean Charest, d'ailleurs, en est membre. Je pense que vous l'avez interviewé là-dessus, à ce titre-là. Et il va également avoir une discussion avec les provinces. L'objectif, c'est de leur faire état des lieux de la négociation et de leur faire part un peu des détails de l'entente qui aurait été conclue là, entre les États-Unis et qui va être présenté dans les prochains jours à M. Carney, à M. Trump. Alors, ça va être des conversations, selon moi, aujourd'hui, pour M. Leblanc, qui vont être plutôt difficile, surtout avec les provinces. Beaucoup de nervosité dans l'air, particulièrement aussi du côté du Québec, de l'Ontario. 2 raisons essentiellement. D'une part, ces 2 provinces-là sont probablement les plus exposées à la menace tarifaire qui pèse pour le 19 août. On espère éviter ça, bien sûr. Puis la deuxième raison, c'est parce que ces 2 provinces-là ont le plus à perdre dans les concessions que vont ou pourrait faire le Canada. Alors, lire ici, la gestion de l'offre et secteur automobile, là, donc Québec et Ontario. Alors, à surveiller, moi, je vous l'ai dit hier, puis je continue à croire qu'on se dirige vraisemblablement vers un report de la date butoir du 19 août. Moi, je pense que ça va être repoussé, si ce n'est que pour donner un peu d'oxygène dans le dernier droit là, à la négociation, mais aussi pour donner du temps au Canada au Canada, là, d'Ottawa, à vendre tout ça aux provinces. Là, c'est pas fait, ça. Ça va être acrimonieux, ça va être difficile, surtout dans un contexte électoral ici au Québec. Dans un contexte en Ontario, vous avez un premier ministre, Doug Ford, qui est vraiment plus d'humeur à faire des compromis. Là. Lui est rendu trop loin. Là. Lui, il pense qu'il est rendu dans la compromission, là, non plus dans le compromis. Et aussi dans un contexte où l'humeur de l'électorat canadien a bougé beaucoup. Là, on en parlait justement hier. Alors moi, je vous dirais, la balle est vraiment aujourd'hui dans le camp du Québec et de l'Ontario dans la mesure où c'est eux qui ont la clé, là. Puis la clé, là, c'est facile, c'est qu'ils acceptent de remettre sur les tablettes les vins et les spiritueux américains. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Moi, je pense que sans ça, les Américains ne feront jamais de deal avec le Canada. Alors, moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un deal breaker là, en négociation. Alors, faut voir, mais aujourd'hui, là, ça risque d'être vraiment une journée décisive dans ce dossier-là. Puis, mais tu parles de la question de l'alcool. L'enjeu, ça va être de voir, est-ce qu'on céderait. Si ça va là, évidemment, on parle, c'est hypothétique, mais en même temps, il n'y a pas tant d'autres. Ça fait partie de ces gros éléments qui sont sur la table, on ne peut pas se le cacher. C'est-à-dire, c'est-tu de céder, puis OK, là, ils vont remettre, exemple, c'est remettait l'alcool, mais il n'y a pas de gain, par exemple, sur l'aluminium et tout ça. Donc, on a juste fait, finalement, on a cédé, point, tu vois un peu? Ou c'est le Québec qui pousse, puis ils vont dire, OK, on fait ça, mais est-ce que vous nous donnez une contrepartie? Il y a ça aussi. Et là est tout le, et là est la question, dans la mesure où, moi, je vous le dis, là, les Américains ne feront pas de deal si l'alcool ne retourne pas sur les tablettes. En premier lieu. Et le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique vont dire, nous, on va remettre l'alcool sur les tablettes seulement si votre deal au complet nous satisfait. Là. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Pour Mark Carney, c'est vraiment pas évident parce que tu as parlé de l'élection qui s'en vient au Québec. Il y a le mouvement indépendantiste en Alberta également. C'est comme si il va falloir faire la preuve que ce pays-là est un pays. Parce que chaque province tire un peu la couverte de son bord. Puis qu'on soit indépendantiste ou pas, c'est un fait que quand, mettons, le Québec constate
qu'on laisse partir certains de ses intérêts parce que l'Ontario, il faut aussi protéger les siens, ben tu te dis alors, tabarnouche, c'est quand même mal fait, ce petit pays-là. Non, c'est sur clair. cette question-là, au moins. Là. C'est un test de réalité. C'est une leçon de fédéralisme canadien 101. Là. Je veux dire, pour les gens qui se demandent des fois là, comment ça fonctionne ou ça fonctionne pas, là, je pense qu'on en a un exemple patent ici. US Abraham Lincoln, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Oui, ben écoute, on a beaucoup parlé, depuis le début du conflit en Iran, de ces marins. Porte-avions, en fait. C'est le gros porte-avions. On a beaucoup parlé, je vais arriver au porte-avions, mais on a beaucoup parlé de ces marins, vous savez, là, des navires marchands, par exemple, de marchandises, qui sont pognés dans le Golfe Persique, qui sont immobilisés depuis des mois. Il y a des marins à bord de ces bateaux-là qui n'ont pas mis le pied sur la terre ferme depuis maintenant des jours. L'approvisionnement à bord, problème et tout ça. Ben, c'est pas seulement la marine marchande là, qui fait face à ces problèmes-là. Karima, tu viens de le dire, il y a l'armée américaine également qui fait face à ce problème-là. Un des porte-avions probablement les plus emblématiques de l'armée américaine, qui s'appelle le USS Abraham Lincoln, a été dépêché dans le Golfe Persique en novembre dernier en préparation pour la guerre. Bien, ce porte-avions-là vient de franchir un nouveau record, 240 jours en mer, sans interruption. Alors, inutile de vous dire que, pénurie de fournitures essentielles à bord, morale des troupes, évidemment, qui dégringole, état mental de certains membres de l'équipage également qui commencent à soulever des inquiétudes. Les démocrates, évidemment, et les familles de ces marins-là sont de plus en plus critiques, veulent des explications de la part de l'administration Trump. À quoi répond l'administration? Fausse nouvelle. C'est pas vrai, ça, qu'il y a des problèmes à bord. Certes, ils sont en mer depuis 240 jours, mais tout est sous contrôle. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on apprenait plus tôt cette semaine, c'est qu'il y a un autre porte-avions, celui-là qui est basé dans le Pacifique, qui va venir prendre la relève. OK? Alors, de l'aide est en route, bonne nouvelle, mais moi, ce que je dis, c'est que ça illustre encore une fois ici à quel point le conflit en Iran exerce une pression énorme sur les forces armées américaines. On parlait récemment de l'épuisement des stocks d'armement, mais il n'y a pas seulement ça, ça va bien au-delà des stocks d'armement. Là, on touche à des ressources militaires, des porte-avions, les troupes également. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, là, un électorat qui est de plus en plus impatient, là, qui veut en finir avec cette guerre-là. Alors, n'oublions pas là, que, oui, il y a de l'aide qui est en route, mais ça, essentiellement, ce que ça va vouloir dire, c'est que si le USS George Washington quitte le Pacifique pour s'en venir dans le Golfe Persique, là, on a un trou dans le Pacifique. Là. Ça veut dire que le côté Pacifique va être sans porte-avions américain majeur pour une durée indéterminée. Puis ça, c'est vraiment pas idéal, inutile de vous le dire. Moi, si j'étais producteur de film, là, je m'intéresserais à cette histoire-là. Ça va donner un bon film, ça. Les soldats du USS Abraham Lincoln qui sont sur un bateau depuis 240 jours. Les histoires à l'interne. Tu sais, t'étais ami avec, mais là, vous commencez à vous tomber un peu sur les nerfs. Non. Pas de possibilité vraiment de communiquer. Ah, mais c'est fou, là. C'est un niveau, en fait, on peut imaginer... on parle sur la santé mentale aussi, puis il y a des informations qui filtrent là, sur une forme de rationnement de la nourriture. Il y avait un article que je lisais dans le HuffPost où il disait « Mon fils se trouve actuellement sur ce navire et l'entendre dire que lui et ses camarades pensent constamment à sauter par-dessus bord. » Vraiment à ce point-là. Et puis là, t'imagines, c'est du bonbon aussi pour les Iraniens d'entendre ça parce que tu as toute cette guerre de communication, de propagande, de dire « Vous voyez comment ils traitent leurs militaires, vous voyez comment est-ce qu'ils sont faibles, ils sont même pas capables de... » le stress doit être énorme parce que, là. bon, tu sais, je veux dire, t'es en mer 240 jours, t'as pas mis le pied sur la terre ferme. Ouf. Mais en plus, là, tu sais, je veux dire, t'as des drones iraniens, t'as un paquet de trucs, là, alors ça doit devenir assez difficile à gérer. Oh, t'es pas dans une belle petite croisière de luxe, là, dans les Antilles ou je sais pas trop où, là, en Méditerranée, là. C'est pas ça du tout, là, la donne. Mais encore une fois, écoutez, cette guerre qui devait durer à l'origine, quoi, à peine quelques jours, nous avait-on dit, maintenant dans son 6e mois, on n'a pas fini, je pense, d'entendre parler d'histoires comme celle-là, dans la mesure où, encore une fois, là, la pression exercée sur les ressources, sur le moral, sur l'électorat américain, va seulement aller en augmentant, là, je veux dire, c'est raison pour laquelle, d'ailleurs, Donald Trump veut sortir de là au PC. En tout cas, on en a parlé tantôt avec Alexandre Moranville de Nigel Farage qui faisait face à
Une poubelle. Ouais, ben oui. Puis bon, on a ri un peu parce que Nigel Farage a gagné, mais 27 quand même pour la poubelle. Là. C'est fou, hein? Je pense que ça démontre à quel point, surtout, je pense que c'est un phénomène qui est global, mais en Grande-Bretagne en particulier, je pense que les électeurs en ont un peu soupé de la politique, là. Surtout quand on regarde, écoutez, la Grande-Bretagne a eu 7 premiers ministres dans les 10 dernières années. Incroyable. Écoute, on se croirait en Italie de l'après-guerre, là, où les gouvernements tombaient à tous les 6 mois. Alors, c'est un peu, comment dire, là, c'est un peu désespérant. Ça explique peut-être pourquoi, là, comment dire, un comédien comme ça, avec une poubelle sur la tête, peut aller chercher 27 de l'appui de l'électorat. Bon, je ne sais pas s'il y a des bacs à ordures qui comptent se présenter ici aux élections du 5 octobre, ici au Québec, mais à surveiller peut-être dans une circonscription près de chez vous. Oui, mais tu sais, il y a cet enjeu-là, mais quand même... victoire de Nigel Farage, c'est quand même pas banal, là. Non, absolument. C'était quand même... Parce que, tu sais, dans le discours public, on est souvent... OK, sur la question des flux migratoires, lui, il avait ce discours, tu sais, très anti-immigration massive. On a vu des manifestations anti-immigration quand même en Grande-Bretagne. C'est assez intense ce qui se passe là-bas. Ce politicien-là, il y a quand même eu un processus, j'allais dire, même beaucoup dans les médias. Souvent, il est décrié, critiqué. On se retrouve quand même... C'est quand même important, là, que ce soit lui. Il capture un sentiment de l'électorat, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est également un politicien qui est très, très habile et je pense que plusieurs de ses positions parlent à l'électorat britannique présentement. Donc, ça explique peut-être un peu pourquoi... Donc, entre ça et la poubelle aussi, puis de voir à quel point la scène politique, il y a quelque chose quand même que ça nous dit sur l'électorat aussi et sur l'état du monde. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Il y a Julie de Québec qui dit « Énorme coup de cœur, Louis Hamon, pour moi aussi. Ça ne s'invente pas. Regarde, c'est écrit juste ici. » Arrête, là, c'est comme quand ma mère me dit que je suis beau, là, je finis par le croire à un moment donné. C'est dangereux, tout ça. Bye, Louis. Hey, merci salut. beaucoup. Merci pour cet été.